Si vous êtes un imbécile, c'est uniquement de votre faute. Le problème c'est vous, arrêtez de vouloir rejeter la faute sur les autres. Il faut travailler sur votre personnalité. Ce sont des arguments que l'on peut entendre régulièrement de la part des anti-Black Pill. Ils partent du principe que si quelqu'un est seul, c'est entièrement de sa faute et que la responsabilité de ses échecs lui incombe forcément. A l'inverse, les Black Pillers tentent à attribuer les causes du célibat involontaire à des facteurs hors de leur contrôle. Ce clivage entre les deux pensées est l'expression de différents biais psychologiques, dont certains qui tendent à blâmer la victime et à lui attribuer la responsabilité de ses échecs. On va voir pourquoi certains croient en la pilule bleue et quels sont les biais qui guident nos croyances. Quand on passe un examen et qu'on reçoit les notes, nous avons tendance à attribuer des causes à ces résultats, quels qu'ils soient. Ce phénomène apparaît surtout quand il s'agit de juger ou de comprendre des phénomènes qui nous sont extérieurs. On dira par exemple, si Célestin a raté son examen, c'est parce qu'il est paresseux. Les individus tentent régulièrement d'identifier les causes responsables d'événements et de comportements sociaux. Fritz Heider est le fondateur d'un concept en psychologie sociale qui décrit le processus psychologique impliqué dans ce raisonnement. Ce concept, c'est l'attribution causale. Selon Heider, dans le raisonnement causal, les individus peuvent se référer à deux catégories d'explications, les causes internes et les causes externes. Une cause interne, c'est quand la situation est déterminée par l'acteur, par ses choix, sa volonté ou ses croyances. Une cause interne, c'est quand la situation est la conséquence de phénomènes pour lesquels l'acteur n'est pas responsable. Des phénomènes comme la chance, des décisions de tierces personnes, la nature, etc. Une même situation peut être l'œuvre d'une cause interne ou externe. Par exemple, un mauvais résultat peut être le résultat d'une paresse ou d'un manque de sommeil. Le locus de contrôle, c'est la croyance d'être maître ou non des tenants et aboutissants des événements. C'est la croyance d'une personne sur ce qui détermine sa réussite dans une activité donnée. Le locus de contrôle est interne, il est possédé par les personnes qui croient en leur capacité à contrôler les événements. Ces personnes attribuent leur succès ou leurs échecs à des facteurs directement liés à l'exercice de leur capacité. Le locus de contrôle est externe quand il appartient à ceux qui croient que les événements de leur vie, comme des récompenses ou des punitions, ne sont pas le résultat direct de l'exercice à titre personnel, mais plutôt le résultat de facteurs externes imprévus, tels que le hasard, la chance ou le destin. Si on applique ce modèle aux relations hommes-femmes, on remarque que l'opposition entre locus de contrôle interne et externe, c'est la dichotomie classique entre pilule bleue et pilule noire. Les causes internes sont celles qui dépendent de la personne, comme sa volonté, sa confiance en soi, sa capacité d'écoute ou certaines aptitudes. Les causes externes sont indépendantes de la personne. Ce sont des facteurs comme la chance, la génétique, l'ethnie ou la taille. On pourra associer ces divergences de croyances au biais d'autocomplaisance. C'est cette tendance qu'ont les gens à s'attribuer le mérite d'une victoire ou d'un succès et à se dédouaner de la responsabilité d'une défaite ou d'un échec. On attribue les causes d'un échec ou d'une réussite en fonction de ce qui nous plaît le plus. Par exemple, on se dira « si j'ai réussi mon examen, c'est parce que j'étais déterminé » ou « si j'ai raté mon examen, c'est parce que le prof note sévèrement ». Alors on peut se dire que, d'un côté, les tchads se confortent dans l'idée que leur succès leur est propre, et de l'autre, que les incels se confortent dans l'idée que leur échec est propre à la situation. On peut se dire que les deux sont soumis à des biais et ont des conceptions de la réalité biaisées. On peut se demander si la Black Pill comme la Blue Pill ne sont pas que l'histoire de perception et une histoire de vérité relative. Mais il s'avère que la réalité tend à confirmer la pilule noire et non la pilule bleue. Quand on met en confrontation les idées de la pilule bleue avec la réalité, on se rend bien compte qu'il y a opposition. Une étude que l'on commence à connaître, c'est la corrélation positive qu'il y a entre perception de la personnalité que l'on a de quelqu'un et son physique. Dans un marché où les relations s'établissent en majorité en ligne, la photo est la première chose que l'on voit d'une personne. Sur Tinder, la première impression se fera selon votre physique, et donc déterminera la perception de la personnalité que l'on a de vous. En d'autres termes, votre physique, c'est votre personnalité. C'est ce que l'on appelle l'effet de halo, et nous y sommes tous soumis. Seulement, quand on sait que les femmes jugent 80% des hommes comme ayant un physique en dessous de la moyenne, donc peu attirant, on comprend que beaucoup d'hommes seront jugés négativement. Sans même qu'on leur ait donné leur chance pour s'exprimer, si leur physique n'est pas à la hauteur, c'est un swipe left direct.
Le facteur externe, ici, l'emporte largement sur le facteur interne. Ensuite, un facteur non négligeable, c'est la taille. Selon une étude, 95% des femmes n'accepteraient pas un homme si sa taille n'est pas suffisante, s'il mesure moins d'1m60. La taille où il y a le plus de femmes qui acceptent est de 1m85, ce qui représente moins de 7% de la population française. Vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez, votre taille est un facteur indépendant de votre volonté. En ce qui concerne les préférences raciales, on remarque que toutes les femmes ont une préférence unanime pour les hommes blancs. Quelle que soit leur ethnie, elles s'accordent quasiment toutes pour affirmer que leur attirance est dirigée vers les hommes blancs. Ainsi, on verra que certaines femmes refusent tout simplement de côtoyer des hommes qui ne correspondent pas à la bonne ethnie. Selon une étude, 74% des femmes ont des préférences raciales, et 95% d'entre elles refusent de côtoyer des Indiens par exemple. Il faut respecter les femmes, disent-ils. C'est une idée pilule bleue de base. En plus de penser que la personnalité est importante, ils pensent qu'il faut en avoir une bonne. Ils pensent que respecter les femmes est le meilleur moyen d'établir une relation avec elles. Et ils en concluent que les incels n'ont aucune relation parce qu'ils sont misogynes et sexistes. Il est essentiel de noter que même si de nombreux incels auto-identifiés expriment des sentiments misogynes, cela n'est probablement en aucun cas la cause de leurs conditions. Certaines recherches, au contraire, indiquent que les hommes très actifs sexuellement présentent généralement des croyances, des cognitions et des opinions plus hostiles à l'égard des femmes que la norme masculine à cet égard. L'étude a révélé que les adolescents sexuellement actifs ont plus de sexisme que les adolescents non sexuellement actifs. On observe même une corrélation entre l'activité sexuelle et le sexisme. Mais il reste encore à déterminer si c'est le fait d'être sexiste qui augmente le succès ou si c'est le succès qui génère en eux du sexisme. À cette question, on avait essayé d'y répondre dans une vidéo précédente. Encore une fois, aucune volonté ou confiance en soi ne change votre taille, votre visage et encore moins votre couleur de peau. On voit ici que les facteurs externes sont quasiment essentiels pour espérer avoir une chance. Et même certaines caractéristiques que l'on attribue à la personne sont en réalité le fruit de facteurs externes. L'intelligence, par exemple, est en partie déterminée par la génétique. Nos comportements sont bien souvent déterminés par des facteurs indépendants de notre volonté. Ils dépendent de notre génétique, de notre environnement, des hormones et de l'éducation que l'on a reçue durant notre enfance. D'une certaine manière, on se croit tous libres uniquement parce que l'on a conscience de nos agissements, mais ignorant des causes qui nous ont poussés à agir ainsi. Il y a une part de cause interne, c'est certain, mais cela nécessite au préalable une valeur solide. Ceux pour qui la pilule rouge est efficace sont ceux qui avaient un minimum de succès à la base. Pour mettre en application ces principes internes, il est nécessaire d'avoir un minimum de bons facteurs externes. Un mec sans jambes peut avoir toute la volonté du monde, il n'ira jamais plus vite qu'Usain Bolt au demi-fond. Pour les hommes qui n'ont pas la génétique adéquate, ils sont voués à l'échec, sachant que la mise en concurrence intermasculine condamne certains à être éternellement des derniers choix. La génétique, c'est comme votre CV, c'est le principal moyen d'obtenir un entretien d'embauche. Les recruteurs prendront le top 20% des meilleurs CV avec les meilleurs diplômes. Entre un ingénieur et une personne qui n'a pas le bac, l'un sera invité pour un entretien d'embauche, tandis que l'autre ne sera jamais rappelé. La personne ne s'exprimera que quand le recruteur aura accepté son CV. C'est à l'entretien d'embauche que vous pourrez faire la différence avec les hommes qui ont le même CV, donc que les facteurs internes prendront une importance. Dans un système où les rencontres se font majoritairement en ligne, le physique est essentiel pour franchir la première étape. Quand la femme vous accorde un entretien d'embauche, c'est qu'elle vous a matché. On vous donnera une chance de vous exprimer si le CV est à la hauteur, tout comme on vous donnera une chance si la valeur sexuelle est à la hauteur. Au-delà du biais d'autocomplaisance, on arrive facilement à comprendre pourquoi certains croient en la pilule bleue, d'autres en la pilule rouge et certains en la pilule noire. L'allégorie de la pilule est un spectre sur lequel on se situe en fonction de nos croyances. Une extrémité est la pilule bleue, l'autre est la pilule noire. Les hommes de haute valeur chopent sur le marché des rencontres sans faire trop d'efforts, de manière assez naturelle. Eux qui convergent l'attention féminine ont juste à sélectionner celles qui lui plaisent le plus. Il pensera alors que la technique pour choper, c'est d'être assez naturel, d'être soi-même, à la limite d'avoir confiance en soi. Ils s'attribuent le mérite de leur succès. Leur perception du marché les conforte dans l'idée que la pilule bleue est réelle. Ainsi, moins on est attirant, plus on a tendance à avancer dans le spectre de la pilule.
Pour ceux qui ont un peu moins de facilité, apprendre à maîtriser le game de la séduction, c'est voir son taux de succès s'accroître. Déjà validé par une valeur suffisante, apprendre comment améliorer leur approche et leur technique ne peut que les aider. Dans notre chemin vers la pilule noire, on en vient de plus en plus à penser que ce qui est déterminant, ce sont les facteurs externes. Pour ceux qui n'ont aucun succès sur le marché des rencontres, ceux qui n'ont connu que des rejets malgré des tentatives infructueuses, force est de constater que les fameuses techniques ne s'appliquent pas à tout le monde et que dans certains cas, c'est inefficace. Ainsi, on en vient à la pilule noire. Ils ont compris que le succès est en grande partie défini par la génétique et des facteurs externes sur lesquels ils n'ont que peu, voire aucun pouvoir. En réalité, on accepte la version de la réalité qui marche pour nous. Plus on a de succès, plus on a tendance à être proche de la pilule bleue sur le spectre de la pilule. Moins on en a, plus on s'approche de la pilule noire. Pour légitimer leur réussite, les pilules bleues en appellent aux facteurs internes. Il faut ensuite de leur cas une règle générale et dans les relations hommes-femmes, attribuent les échecs ou les victoires à l'individu, ce qui les pousse à penser qu'il existe une certaine méritocratie dans le monde des rencontres. Ils pensent alors que c'est les mérites qui conduisent au succès. Un homme qui a beaucoup de succès, c'est un homme qui l'a mérité puisqu'il a fait des efforts pour en arriver là. C'est grâce à sa volonté, sa détermination et sa persévérance. A l'inverse, pour une personne qui ne parvient pas à obtenir une relation, on pensera que c'est une personne qui l'a mérité. C'est probablement un loser, un mec qui n'a ni volonté, ni détermination, et au fond, on pensera qu'il l'a même un peu cherché. Blâmer la victime est basé sur la croyance que l'individu est principalement, si ce n'est exclusivement, responsable de son succès, induisant un sentiment de culpabilité. Cette erreur que les pilules bleues font, en pensant que l'échec et le succès incombent à l'individu sur le marché des rencontres, c'est ce que l'on appelle une erreur fondamentale d'attribution. Ce biais psychologique est attribué à une personne qui donne une importance disproportionnée aux causes internes propres à l'individu, négligeant les causes externes propres à la situation. Et dans notre cas, ce ne sont pas simplement les individus qui sont jugés, mais un groupe d'individus identifiés en tant qu'incel ou black pillar. Tous les perdants sont jugés comme étant responsables de leur échec. On parle alors d'erreur ultime d'attribution. En d'autres termes, l'individu est le principal responsable et l'influence des facteurs sociaux et environnementaux sont ignorés. Ce raisonnement permet à la société de détourner le regard et présenter l'incélibat comme une faiblesse ou une vulnérabilité individuelle, plutôt que le résultat plus ou moins prévisible d'une existence marginalisée dans une société qui promeut de plus en plus les compétitions intrasexuelles. Et cette perception des choses conduit inévitablement à la croyance en l'hypothèse d'un monde juste. Ce biais cognitif consiste à croire qu'il y a un certain équilibre moral dans le monde, une justice, de telle sorte que toutes les actions nobles seront récompensées et que toutes les actions immorales seront punies. On pourra résumer la pensée en disant que les gens obtiennent ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils obtiennent. Dit comme ça, cela peut sembler totalement irrationnel. Mais différentes études ont montré qu'inconsciemment, nous avons tendance à y croire. Les individus ont besoin de croire qu'ils vivent dans un monde juste, un monde dans lequel les événements positifs arrivent aux gens bien et les événements négatifs aux gens mauvais. Appliqués au marché des rencontres, ils en viennent à penser que les personnes bien sont celles qui méritent de gagner, puisque si le monde est juste, seules les personnes morales sont méritantes et ceux qui réussissent sont par conséquent des personnes morales. A l'inverse, une personne qui finit seule, c'est une personne qui l'a mérité. Est-ce que ce sont toujours les personnes méritantes qui sont récompensées ? Est-ce qu'il arrive malheur uniquement aux gens qui se sont mal comportés ? La réalité vient souvent nous rappeler que ces croyances sont infondées. Il y a dissonance cognitive. D'un côté, on pense que le monde est juste, l'autre, on observe des injustices. Face à un individu injustement victime d'événements négatifs, pour lesquels il nous semble impossible de rétablir objectivement la justice, nous nions fréquemment l'existence d'une injustice, quitte pour cela à responsabiliser la victime. Il pense qu'une personne doit forcément être moralement répréhensible pour subir le célibat involontaire. Ainsi, un incel n'est plus la victime d'une injustice, mais le responsable de son sort. Cela rejoint cette idée de méritocratie, mais là, le mérite est moral. Des études ont d'ailleurs montré que la croyance en l'hypothèse d'un monde juste est fortement corrélée avec le statut social. Les résultats suggèrent également que l'attractivité physique affecte puissamment notre expérience subjective en tant qu'être humain et que les croyances du monde juste sont déterminées, au moins en partie,
par l'expérience personnelle de l'inégalité. En effet, l'attractivité auto-évaluée et l'attractivité évaluée par d'autres personnes se sont avérées prédire l'approbation à la croyance en un monde juste. Mais on peut quand même se demander pourquoi donc les hommes qui ne chopent pas croient en la pilule bleue et continuent d'y croire. Pourquoi certains incels dans le déni continuent de suivre la doctrine par défaut. Il est vrai que parmi la foule, il y a aussi bien des mecs de haute valeur que des hommes de basse valeur. Rappelons que la pilule bleue, c'est la pensée par défaut, celle qu'on nous apprend dès le plus jeune âge et que l'on garde très longtemps si on n'a pas de déclic. Pour eux, ce qui est le plus important, ce sont les causes internes, donc la façon de penser. Penser selon la pilule bleue, c'est accepter le bon dogme, c'est donc penser de la bonne manière. On se refuse à l'hérésie. Dans un système juste, si on est bon, on a du bon. C'est donc penser de la bonne manière qui vous donnera l'occasion d'établir une relation. On entendra souvent ces arguments du genre « c'est votre façon de penser qui vous conduit au célibat involontaire » ou encore « c'est votre personnalité le problème ». S'éloigner de la pilule bleue, c'est penser comme un incel, c'est donc se condamner à l'insuccès et à l'ostracisme. L'idée, c'est en gros, si tu arrêtes de penser selon la pilule bleue, tu finiras seul, comme les incels. Mais si tu continues de suivre la pilule bleue, un jour, tu auras ton dû, et ta croyance te donnera accès à la femme. Ils pensent même que c'est parce qu'ils n'ont pas été assez bien, sur le plan interne, qu'ils n'ont pas encore réussi. Ainsi, des personnes qui pensent que la bonne personnalité est le facteur le plus déterminant, tombent souvent dans la friendzone. Ils pensent que le meilleur moyen de sortir avec une femme, c'est de montrer à quel point ils sont gentils, respectueux et moraux. Les femmes acceptent leur amitié, mais n'envisagent rien de plus, puisque leur physique ne suit pas. Ces hommes pensent alors qu'avec suffisamment de temps, la femme convoitée finira par se rendre compte de l'incroyable personnalité dont il dispose. Elle finira alors par lui tomber dans les bras. Si vous êtes dans la friendzone, ce n'est pas que la fille n'a pas encore remarqué votre personnalité, c'est que votre génétique n'est pas assez bonne, mais ça, elle l'a très bien remarqué. Toutefois, ce que les femmes ne semblent pas avoir remarqué, c'est la personnalité de Ted Bundy, fameux tueur en série, qui a reçu des centaines de lettres d'amour et des demandes en mariage, et continue aujourd'hui de galvaniser les fans. Penser qu'un monde juste existe est un déni fondamental de la réalité, puisque les plus récompensés ne sont pas toujours les plus méritants. Les facteurs externes entrent en compte et sont bien souvent plus déterminants dans la vie. Cette erreur ultime d'attribution, c'est une caractéristique du néolibéralisme. Notre société est profondément influencée par cette doctrine méritocrate et on le constate sur le plan économique et sexuel. Cette pensée ne se limite pas aux individus, mais s'étend à toute la société. Il suffit de voir quelle image reflète les gens au RSA ou au chômage. L'image que reflètent les incels est identique. Mais en réalité, on a beau parler d'incel, il faut rappeler ce qu'est un incel. Quand on utilise le terme de manière inappropriée pour désigner son petit copain parce qu'il est macho, c'est absurde. Le célibat involontaire n'est pas une culture qu'on rejoint ou une idéologie à laquelle on adhère. On a fait passer le célibat involontaire pour un choix, une décision. On dit que c'est un mouvement que l'on rejoint, une secte ou une communauté. L'incélibat est une situation passive que l'on ne choisit pas. La personne est victime du célibat contre sa volonté, d'où l'intérêt du in avant le cel. Parler du célibat involontaire comme d'un mouvement, c'est l'équivalent de parler de la pauvreté comme d'un mouvement. Certains incels sont black pill, d'autres blue pill, mais leurs croyances ne changent pas leurs conditions. Certains pauvres sont de droite, d'autres de gauche, mais on sera tous d'accord pour affirmer qu'il n'y a pas d'idéologie des pauvres. Cette tendance qu'ont les médias mainstream à faire passer une situation subie pour une condition choisie, c'est encore une fois une erreur ultime d'attribution. Il y a eu un grand effort pour rationaliser la perception que l'on a des incels. Parce qu'une fois qu'être incel est considéré comme étant volontaire pour la foule, il gagne des munitions morales illimitées pour vous discriminer, vous insulter, vous ostraciser et vous diaboliser. Et d'une certaine manière, c'est même un aveu d'échec du système libéral. Avec la révolution sexuelle et l'arrivée du libéralisme, on nous a vendu l'idée que les relations entre les hommes et les femmes seraient libérées, permettant à chacun de vivre leurs relations, au-delà des mœurs et de la tradition. Le slogan est d'ailleurs assez révélateur. Jouir sans entrave. Fini les risques de grossesse après un rapport, fini les risques de IST, fini le mariage comme norme du couple, maintenant tout le monde peut faire tout, avec tout le monde. Mais la réalité est tout autre. Et 50 ans après la révolution sexuelle, on paye les pots cassés.
En réalité, les premières entraves à la jouissance de tout le monde sont justement l'abolition des entraves précédentes. Tout comme le libéralisme économique crée des situations où une partie s'accapare de toutes les ressources et d'autres dorment dans la rue, le libéralisme sexuel permet de créer des oligopoles sur le marché et à d'autres de n'avoir que leur ombre comme compagnie. S'il y a une célibat, cela s'explique principalement par des défaillances dans le marché des rencontres. Blâmer les victimes de ce système et les stigmatiser, c'est nier les causes externes au profit des causes internes. Bien que le libéralisme intègre dans nos habitudes de raisonnement certains biais, il est essentiel de maintenir un esprit critique sur la situation. Avant de penser immédiatement que les incels sont responsables de leur sort, il est fondamental de se poser sur le problème plutôt que de conclure hâtivement. Les succès et échecs sont bien souvent le fruit de facteurs externes que de facteurs internes. Il faut admettre qu'il y a des caractéristiques nécessaires pour atteindre le succès. L'erreur ultime d'attribution est l'aboutissement du raisonnement libéral et sert de base pour appuyer la hiérarchie sociale dans laquelle les hommes de faible valeur se retrouvent tout en bas. On pensera que les célibataires involontaires ont mérité leur sort et que c'est bien fait pour eux. Pourtant, on voit tous les jours que la réalité donne tort à la doctrine mainstream. L'erreur ultime d'attribution sert à légitimer son succès et à se persuader que le mérite est la clé du succès. L'hypothèse du monde juste sert à se persuader qu'il existe un équilibre et une justice sous-jacente au monde qui nous entoure. Il est aujourd'hui impossible d'admettre que le libéralisme n'a pas tenu ses promesses et surtout que le succès sur le marché ne soit pas le fruit de facteurs internes impensables. Cette idée permet aux vainqueurs de justifier et de légitimer leur succès, parce que cette idée de prévalence des causes internes sur les causes externes, c'est aussi une idée fondamentalement libérale. Et au final, c'est double peine pour les célibataires involontaires. Ils payent le prix de leur insuccès, ainsi que la responsabilité de leur échec.